Chaque matin, dans les ruelles encore endormies depuis funeste, alors que l'appel à la prière de l'aube flottait dans l'air tiède et poussiéreux, Aïssa sortait de sa petite maison en banco, aux murs blanchis à la chose écaillée. Elle avait 35 ans, mais son visage portait la douceur intemporelle des femmes Wolof qui ont appris très tôt à porter le poids du monde sans plier. Ses yeux sombres, légèrement bridés par le sourire permanent, semblaient toujours voir au-delà de ce qu'on lui montrait. À l'intérieur de la maison, son fils de 7 ans, Samba, dormait encore sur la natte, roulé dans un pagne usé. Sa mère, Mame Fatou, toussait doucement dans la pièce du fond, ses rhumatismes la réveillant avant le coq. Aïssa embrassait le front de l'enfant sans le réveiller, murmurait une dua rapide pour sa mère, puis soulevait le grand panier tressé qui pesait déjà lourd sur sa tête. Le trajet jusqu'au carrefour durait une dizaine de minutes à pied. Elle marchait d'un pas régulier, les sandales claquant doucement sur le sable mêlé de gravier. Les rues étaient encore sombres, ponctuées par les rares lampadaires qui fonctionnaient et par les lueurs vacillantes des boutiques de fortune qui vendèrent du pain et du café-thé toute la nuit. Des chiens errants levèrent la tête à son passage, mais ne bougeaient pas. Ils connaissaient son odeur, mélange de lait frais, de bois de chauffe et de savon noir. Parfois, un mototaxi rentrait d'une course tardive, phare jaune balayant la route. Le conducteur la saluait d'un petit coup de klaxon complice. « Aïssa, undank. » Elle répondait d'un signe de main sans ralentir. Le carrefour de Cœur Gorgui, car c'était son nom officiel, même si tout le monde disait simplement « chez Aïssa », était l'un des plus vivants de Pikine. Deux grandes artères se croisaient là. L'une menant vers Parcelles Assainies et le centre de Dakar. L'autre reliant les quartiers populaires jusqu'à Guédiawaye. Dès 5h30, les premiers engins ronronnaient. Motos Jakarta pétaradantes, taxis clando aux vitres teintées de poussière, charrettes tirées par des ânes chargées de sacs de charbon. Des femmes en boubou multicolores traversaient déjà, bassines d'arachides grillées ou de beignets sur la tête. Sous les manguiers rachitiques plantés le long du trottoir, des jeunes s'asseyaient sur des bancs de fortune faits de palettes, discutant foot, politique ou filles, une cigarette ou un sachet de café tout bas à la main. Aïssa choisissait toujours le même emplacement, juste à l'angle nord-est, là où l'ombre des manguiers était la plus longue le matin et où le passage des piétons était le plus dense. Elle posait d'abord le panier, puis dépliait la table en bois, une antiquité qu'elle avait récupérée chez un menuisier du quartier pour presque rien. Le plateau était taché par des années de lait renversé, mais elle le nettoyait chaque soir avec soin. Elle disposait ensuite les objets selon un ordre immuable, presque rituel. Le bidon principal de 5 litres, rempli de lait frais et encore tiède, posé au centre comme une offrande. Le petit bidon de 2 litres contenant le mélange sucré. Une pile de gobelets en plastique blanc, bleu et rose. Le chiffon blanc impeccablement plié, le tabouret bas en plastique vert. Et surtout, la boîte en métal verte, ancienne boîte de biscuits Prince, cabossée mais solide, où l'argent s'entassait. Elle s'asseyait ensuite, croisait les jambes sous sa robe wax au motif géométrique jaune et noir, ajustait son foulard et attendait. Pas un cri, pas un appel. Juste sa présence calme, presque magnétique. Le premier client était invariablement Monsieur Diop. 72 ans, ancien mécanicien à la Sotrac, veuf depuis 15 ans, il habitait une chambre dans une concession voisine. Il arrivait chaque matin à 6h05 précise, boubou bleu délavé, sandales en plastique, casquette élimée des lions de la Teranga vissée sur le crâne. Aïssa, ma fille, un grand, bien chaud, de sucre. Sa voix était éraillée par des décennies de tabac et de poussière. Elle souriait, ce sourire qui semblait effacer les rides du vieil homme en une seconde. Versait le lait fumant, ajoutait le sucre en pluie fine, tournait lentement avec une cuillère en plastique, puis tendait le gobelet. Que Dieu te donne longue vie, Monsieur Diop. Il payait avec un billet de 200 CFA froissé, buvait une première gorgée brûlante en grimaçant de plaisir, puis s'adossait au tronc du manguier le plus proche et commençait son monologue quotidien. Le prix du gasoil qui montait encore, les politiciens qui promettaient mais ne faisaient rien, le match de la veille que les Lions avaient raté, sa douleur au genou qui empirait avec l'humidité. En moins de 10 minutes, ils étaient 10 autour de la table. Puis 20, puis 30. La queue se formait sans heurts, comme si une chorégraphie invisible guidait les corps. Personne ne doublait. Personne ne criait « C'est à moi »
Il y avait une patience collective, presque surnaturelle. Un jeune apprenti maçon en combinaison tachée de ciment posait sa truelle le temps d'un gobelet. Une femme en route pour le marché. Tylène arrêtait sa charrette à bras, commandait 1 litre pour les petits à la maison, payait avec des pièces rassemblées dans un mouchoir noué. Un motard en casque intégral garait sa machine en double fil, descendait, prenait un gobelet sucré pour la route, repartait en faisant rugir le moteur. Certains clients devenaient des figures familières. Fatou, la vendeuse de pain, large d'épaule, foulard noué en turban, qui prenait toujours 2 litres pleins et racontait les ragots du marché. Babacar, le chauffeur de Max, qui remplissait une bouteille PET de 1,5 litres chaque matin pour tenir jusqu'au soir. Les 3 lycéennes en uniforme qui passaient avant les cours, poussant, demandant « Un tout petit sucré, Tata Aïza ?» L'agent de police municipale en faction le matin, qui prenait un gobelet pour la chance et repartait en sifflotant. L'argent entrait régulièrement dans la boîte métallique. Tintement des pièces de 100 et 200 CFA, froissement des billets de 500, parfois un rare 1000 ou 2000 quand quelqu'un prenait plusieurs litres. Aïssa remerciait chaque fois « Jéréjef, que le bon Dieu te rende au centuple ». Quand un enfant arrivait avec seulement 50 CFA ou quand un vieillard faisait semblant de fouiller ses poches vides, elle versait quand même. « Prends, c'est pour toi, que Dieu te garde ». Ces gestes gratuits renforcèrent la légende. Aïssa ne refusait jamais personne et le lait ne s'épuisait jamais, ou presque jamais. Même à 35 ou 40 clients, même quand la queue faisait le tour du rond-point, les bidons semblaient se remplir d'eux-mêmes. On versait, et il en restait toujours pour le suivant. Personne n'osait poser la question à voix haute, mais tout le monde le remarquait. « C'est béni », disaient certains en aparté. « C'est du baraka », murmurèrent d'autres. On racontait que depuis qu'on buvait chez Aïssa, les affaires reprenaient. Le petit commerce de Fatou marchait mieux. Le neveu de Monsieur Diop avait trouvé un emploi à la Sonatel après des mois de chômage. Une des lycéennes avait réussi son bac avec mention. Le lait n'était plus du simple lait. Il portait chance, apaisait les cœurs, donnait de l'énergie pour affronter la journée dakaroise. Le carrefour changea progressivement de visage autour de cette table. Ce n'était plus seulement un lieu de passage, c'était devenu un forum matinal. Les gens arrivaient de plus en plus tôt. À 6h15, on voyait déjà des silhouettes assises sur le trottoir, discutant à voix basse. Monsieur Diop racontait des histoires de sa jeunesse à Rufisque. Fatou se plaignait des grossistes, qui augmentèrent les prix du pain sans prévenir. Les motards partagèrent les combines pour éviter les contrôles de police sur la VDN. Même les disputes du quartier trouvaient leur résolution là. 2 voisins qui ne se parlaient plus depuis une histoire de terrain se retrouvaient côte à côte dans la queue, échangeaient quelques mots, puis se serraient la main en buvant leur gobelet. Mais Mariam, elle, voyait autre chose. Mariam Ndiaye, 42 ans, mère célibataire de 3 enfants, vendeuse de wax et de basin au marché Tylène. Elle venait chaque matin vers 7h20, bassine en équilibre, foulard jaune vif, et prenait toujours 1 litre exact. Elle observait, elle comptait, elle chronométrait mentalement. 10 clients en 5 minutes, 20 en 15, 30 en 30, et déjà les bidons vides avant 8h30. Elle remarquait surtout le silence qui tombait quand Aïssa versait, un silence presque sacré. Les conversations s'arrêtaient net. Les gens regardaient le liquide blanc couler dans le gobelet comme s'ils assistaient à un miracle. Puis ils buvaient lentement, les yeux mi-clos, et repartèrent changés. Mariam commença à avoir des doutes. Elle priait beaucoup, 5 prières par jour, plus des ndarabines quand ses enfants étaient malades. Elle se demandait, était-ce vraiment une baraka divine ou autre chose? Elle n'osait pas en parler à haute voix. Accuser Aïssa aurait été comme insulter la générosité même du quartier. La nuit qui changea, tout arriva un mardi. Le petit dernier de Mariam, Moussa, 5 ans, avait une fièvre qui montait depuis 2 jours. Vers 3h du matin, désespérée, elle décida d'aller chez le pharmacien de garde à Cœur Massar. À son retour, vers 4h20, le quartier était plongé dans un silence presque surnaturel. Pas une moto, pas un cri, seulement le bruit lointain d'un coq égaré. En passant par le carrefour, son chemin le plus court, Mariam s'arrêta net. Sous la lueur pâle d'un lampadaire défaillant, elle vit Aïssa. Aïssa était seule. Panier posé au sol, table encore pliée.
Elle sortit un petit sac en tissu noir brodé de fils argentés. Elle regarda autour d'elle, longuement, prudemment. Puis elle ouvrit le sac. Mariam, cachée derrière un mur de parpaings inachevés, retint son souffle. Aïssa sortit. Une fiole minuscule en verre teinté, contenant un liquide noirâtre et huileux. Une poignée de feuilles séchées, odorantes même à distance. Un petit objet métallique qui accrocha la lumière. Une amulette, un gris-gris, une pièce gravée. Aïssa versa 3 gouttes du liquide sur le plateau de la table, disposa les feuilles en forme de cercle parfait, plaça l'objet au centre. Puis elle se mit à murmurer. Des mots doux, rythmés, en wolof ancien matiné d'arabe. Une litanie basse et hypnotique. Elle leva les paumes vers le ciel, ferma les yeux, resta immobile une longue minute. Le vent se leva soudain, faisant frissonner les feuilles des manguiers. Puis elle rangea tout avec rapidité, s'assit et attendit l'aube, comme si de rien n'était. Mariam rentra chez elle tremblante. Elle ne dormit pas. Toute la nuit, les images tournèrent dans sa tête. Les gouttes noires, les feuilles, les murmures, le lait qui disparaissait trop vite, l'attraction inexplicable, les disputes naissantes. Les jours suivants furent pires. Le lait s'épuisait maintenant en moins d'1 heure. À 7h45 certains matins, Aïssa annonçait déjà « Baxna à Mouldara ». Les clients refusèrent de le croire. Ils regardaient les bidons vides, suppliaient « Attends, Tata, gratte le fond. Juste un demi-verre pour les enfants. » Ils tournaient autour de la table, tendèrent le cou, insistaient. Certains revenaient le lendemain à 5h45, assis sur le trottoir dans le noir, thermos à la main, attendant comme des fidèles devant une mosquée. Mariam pria, jeûna 2 jours supplémentaires, consulta une vieille tante qui connaissait les signes. Finalement, après une nuit blanche de plus, elle se rendit au commissariat de Pikine. Elle raconta tout, la scène avant l'aube, les objets, les paroles, l'attraction anormale, la rapidité avec laquelle le lait disparaissait, l'impatience grandissante des gens. L'officier, un homme d'une quartier d'année au regard fatigué, prit des notes sans l'interrompre. « Vous avez des preuves » demanda-t-il. « Non, juste mes yeux. » Il soupira, mais promit de faire surveiller. Pendant 7 jours, des policiers en civil vinrent. Ils s'installaient au maquis d'en face, buvaient du thé à la menthe, observaient. Ils virent la queue des 6h10, ils virent les murmures. Le lait des Aïssa porte chance, il ouvre les portes. Ils virent les disputes quand il n'y en avait plus. Ils virent Aïssa sourire, verser, remercier, toujours calme. Ils prirent des photos discrètes avec leur téléphone. Au bout d'1 semaine, ils décidèrent d'intervenir. Ce matin-là, un jeudi pluvieux de janvier. Le ciel était bas, gris, l'air lourd d'humidité. Plus de 25 personnes attendaient déjà à 7h10. Aïssa versait, souriait, disait « Gérez Jeff » à chaque client. Soudain, une Peugeot 406 grise banalisée s'arrêta net. 3 policiers en uniforme en descendirent. La foule se tut instantanément. L'officier principal, un grand homme au béret rouge, s'approcha de la table. « Madame Aïssa Niang, nous avons des questions à vous poser. Veuillez nous suivre. » Aïssa posa lentement le gobelet qu'elle tenait. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda les policiers, puis la foule silencieuse et répondit d'une voix très douce « D'accord. » Les agents saisirent les bidons, la table, les gobelets, la boîte métallique. Certains clients protestèrent faiblement. « Mais pourquoi? Elle n'a rien fait. Aïssa aide tout le monde. » D'autres restèrent muets, choqués. Aïssa monta à l'arrière de la voiture sans résistance. Le véhicule démarra. Le carrefour resta figé plusieurs minutes, puis les gens se dispersèrent lentement comme après un enterrement. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse, dans les maquis, au marché, dans les groupes WhatsApp des quartiers. Ils ont emmené Aïssa, avec les bidons et tout, clés. Certains pleurèrent ouvertement. Elle avait donné du lait gratuit à leurs enfants, prêté de l'argent sans intérêt à des familles en difficulté. D'autres murmurèrent. On sentait bien que c'était trop. Personne ne vend autant sans s'épuiser. Les rumeurs mutèrent rapidement. Rituels de marabout, pacte avec des djinns, travail, sorcellerie intéressée, sacrifice invisible pour faire venir l'argent. Le quartier ne fut plus jamais tout à fait le même. La table disparut. Le carrefour redevint un simple lieu de passage. Mais pendant des mois, les anciens clients se rappelaient parfois avec nostalgie, parfois avec malaise.
Le goût légèrement sucré et chaud du lait, l'énergie qu'il donnait, le sourire d'Aïssa, la façon dont le temps semblait suspendu autour de cette petite table. Et la leçon resta, murmurée entre voisins quand le sujet revenait, quand trop de gens accourent au même endroit sans raison claire, quand la chance semble tomber du ciel sans effort, quand l'abondance défie toute logique, il faut ouvrir grand les yeux. Parce que même ce qui paraît le plus doux peut cacher un prix. Et ce prix, tôt ou tard, quelqu'un finit toujours par le payer.